Aujourd'hui, on va se pencher sur une idée qui pourrait bien changer notre façon de voir l'épuisement, la dépression et ce sentiment de vide qui est devenu si courant. Voilà la question qui est au cœur de tout. Une question qui suggère que le problème, ce n'est pas que notre batterie est à plat, mais plutôt que notre boussole interne, celle qui nous indique ce qui compte, est complètement cassée. Ce sentiment de déconnexion, d'apathie, on le connaît tous un peu, non? On met ça sur le compte du stress, du surmenage. Mais et si c'était autre chose? Si en fait c'était le symptôme d'un truc beaucoup plus profond, lié à la façon dont notre cerveau donne de la valeur au monde qui nous entoure. Allez, on rentre dans le dur. Faut savoir qu'en psychiatrie, il y a un concept très bien établi pour parler des états où, au contraire, tout a un sens. Un sens exacerbé, presque écrasant. Ça s'appelle la science aberrante. Imaginez un monde où chaque détail vous crie quelque chose à l'oreille. C'est souvent lié à une sorte de tempête de dopamine dans le cerveau. Et c'est là que ça devient super intéressant. La science a énormément étudié l'excès de sens, mais son absence totale, le vide, c'est un peu le parent pauvre de la recherche. Que se passe-t-il quand le volume du monde, au lieu d'être à fond, est coupé net? Pour bien piger le truc, on va utiliser une image. Imaginez que notre cerveau possède une sorte de bouton de volume, un potentiomètre, qui règle l'importance qu'on accorde aux choses. Maintenant, regardons les deux extrêmes de ce réglage. Alors voilà le tableau. D'un côté, on a la fameuse science aberrante. Là, le cerveau est comme inondé de dopamine. Résultat, il voit des connexions, de l'importance absolument partout. Le bouton de volume est à 11, comme on dit. Et de l'autre côté, eh bien, c'est le concept qu'on explore, la fatigue de la science. C'est tout l'inverse. Le système de la dopamine est en berne, le sens s'effrite, et le potentiomètre, il tombe à zéro. Le monde devient terne, gris, plat. Et attention, cette idée de fatigue de la science, ce n'est pas juste une jolie métaphore, c'est une vraie théorie qui est en train d'émerger et qui nous donne une nouvelle grille de lecture pour comprendre cette forme d'épuisement si moderne. Voilà la définition formelle. En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est notre capacité même à donner de la valeur aux choses qui est touchée. Ce n'est pas juste qu'on manque d'énergie, c'est notre machine interne à ressentir ce qui vaut le coup, ce qui nous motive, ce qui mérite notre attention. C'est cette machine-là qui est en panne. Le lien qu'on a avec le monde, il s'appauvrit. Bon, alors concrètement, qu'est-ce qui se passe là-haut dans le cerveau? Parce que cette théorie, elle est solidement ancrée dans la neurobiologie. Et le processus se déroule en plusieurs temps. En fait, on peut voir ça un peu comme une réaction en chaîne, en 3 étapes. Tout commence au niveau biologique. Les circuits de la motivation, de la récompense, ils deviennent désensibilisés. Ils répondent de moins en moins. Deuxième étape, au niveau cognitif. Le cerveau commence à avoir du mal à faire le tri, à prioriser. Et le résultat final, c'est l'expérience qu'on en a au quotidien, un monde qui a perdu ses couleurs. Et si on regarde les mécanismes de plus près, c'est passionnant. D'abord, une sous-activité des récepteurs à la dopamine, ce qui se traduit par une perte de motivation. Ensuite, les circuits du plaisir se déconnectent de ceux du désir. C'est le fameux vouloir sans aimer. On peut vouloir faire quelque chose, par habitude, mais sans y trouver le moindre plaisir. Et enfin, le réseau de la science, le filtre anti-spam de notre cerveau, ne marche plus. Tout devient du bruit. L'analogie est vraiment parlante. Notre cerveau, c'est un peu comme un GPS ultra perfectionné qui prédit le monde en permanence pour nous guider. Eh bien, dans la fatigue de la science, ce GPS perd complètement le signal. Il n'arrive plus à calculer d'itinéraire, il ne peut plus nous dire « c'est par là, ça c'est important ». On se retrouve à la dérive. Et là où ça devient vraiment puissant, c'est que cette théorie n'est pas qu'un concept de labo. Non, elle nous offre un regard complètement nouveau sur des troubles bien réels, des souffrances qu'on connaît bien. Regardez tout ce que ça permet d'éclairer. La dépression anédonique, par exemple. Ce n'est pas tant ne plus ressentir de plaisir que de ne plus avoir la motivation pour l'atteindre. Le burn-out, ce n'est plus seulement une crise d'énergie, c'est une véritable faillite du sens. Et même les addictions, où la recherche compulsive se fait sans aucune satisfaction, ça unifie tout ça de manière très cohérente. Cette phrase, elle résume tout à la perfection. Le problème, ce n'est pas d'être débordé par l'information ou le sens, mais d'être devenu incapable de lui donner du poids, de la valeur. Forcément, si on change de diagnostic, la solution doit changer aussi. Et c'est là que cette approche devient vraiment pleine d'espoir. Le but n'est plus seulement de gommer les symptômes, mais de reconstruire quelque chose de bien plus fondamental. Regardez bien cette comparaison, c'est un vrai changement de paradigme. Avant, on cherchait à réduire les symptômes négatifs. Maintenant, l'objectif est bien plus ambitieux, on veut restaurer la capacité du cerveau à détecter ce qui est pertinent. Il ne s'agit plus seulement de calmer le jeu, mais carrément de réapprendre à jouer.
Et pour y arriver, les pistes sont multiples. Ça peut aller d'interventions neurobiologiques très ciblées à des choses plus concrètes comme la réduction de la surcharge d'informations qui grille littéralement nos filtres. Il y a aussi toute une partie de rééducation de notre attention et enfin, des approches pour se reconnecter à l'expérience directe, brute, à ce que ça fait vraiment d'être touché par le monde. Au final, toute cette théorie nous laisse avec une question fondamentale. Et si l'avenir de la santé mentale, ce n'était pas seulement de trouver la bonne molécule pour réparer une machine, mais plutôt de réapprendre à construire ce qui est important pour nous, de redécouvrir le sens? C'est une question qui mérite qu'on s'y arrête.